Merci. Éric Coquerel. Bien, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le Secrétaire d'État, au moins il y a une chose effectivement que je reconnais à Bruno Le Maire, c'est le fait d'assumer et d'être cash sur la politique qu'il veut mettre en place. Ça a été dit dans Le Monde il y a peu de temps et c'est redit aujourd'hui. En gros, c'est l'idée qu'il faut avantager les revenus du capital parce que, en les avantageant, on crée l'investissement et l'emploi. Bien. La chose où, par contre, je suis moins d'accord, et là, pour le coup, sur le dialogue duel qui a été engagé entre Bruno Le Maire et M. Wörth, je suis plutôt du côté de M. Wörth, c'est que je ne pense pas que ça soit une rupture. Je pense que c'est plutôt une continuité, bien sûr, puisque je vous rappelle que c'est exactement le théorème dit de Schmitt, d'Helmut Schmitt, aux années 80, qui nous expliquait que les profits d'aujourd'hui seront les investissements de demain et les emplois d'après-demain. On les attend toujours, non pas les profits, ça, il n'y a pas de problème, on les a vus augmenter, mais l'emploi d'après-demain, puisque dans la même période, le chômage n'a pas cessé d'augmenter. Et curieusement, alors même que les revenus du capital ont été avantagés en France, l'investissement en France aussi, et l'investissement, lui, a baissé. Bien. Donc on est... Attendez, je ne vous ai pas interrompu, la commission n'est pas un lieu de dialogue, on n'est pas dans l'Assemblée ici. Donc, vous comprendrez que autant je reconnais votre logique, autant effectivement on s'y oppose, parce que rien ne montre, y compris les dernières notes du FMI en 2015, qu'il y a un rapport justement entre le fait d'avantager les revenus du capital et l'investissement productif. C'est plutôt même l'inverse à partir du moment où il n'y a pas de conditions. Deuxième point sur lequel effectivement nous nous opposons, c'est cette idée d'obéir forcément à la règle d'or, et donc l'idée qu'il faut baisser les recettes et les dépenses de l'État, comme si les dépenses de l'État n'étaient pas aussi des recettes. Mes questions et réflexions qui suivent sont dans le cadre de ce désaccord, vous le comprendrez. Première chose, sur la fiscalité. L'OFCE note que la fiscalité que vous nous proposez va avantager les 10% les plus riches à hauteur de 2,6 milliards, dont la moitié pour les 1% les plus riches. Ma question est simple. À quoi ça sert d'avantager justement encore plus ceux qui, depuis 30 ans, n'ont cessé en réalité de voir leur revenu s'accroître dans ce pays? Comment attendre une relance de la consommation en donnant toujours plus à ceux qui ont largement les besoins? Deuxième question sur le flat tax. Vous annoncez que ça va coûter environ 1,5 milliard, mais sans perdant, dites-vous. L'OFCE, là aussi, note que si on ne veut pas de perdants, en réalité, ça coûtera 4 milliards. Donc ma question, c'est où sont les perdants éventuels de cette mesure, qui, je vous rappelle, avantage surtout les gros épargnants? Et deuxièmement, s'il n'y a pas de perdants, eh bien, ne coûtera-t-elle pas plus cher en réalité que prévu? Et puisque vous parlez du pouvoir d'achat, je m'interroge sur des mesures qui font en sorte de pénaliser ce que vous appelez les retraités les plus aisés commençant à 1 200 à 1 350 euros, ce qui, j'allais dire, est assez surréaliste si on considère que c'est juste au-dessus du SMIC. Même question, j'allais dire, pour les fonctionnaires et tous ceux qui verront l'APL diminuer. Deuxième question sur ce que vous nous vendez quelque part pour faire finalement avaler la pilule d'un budget d'austérité. Je parle là du plan d'investissement. 56,3 milliards, nous a dit Édouard Philippe hier. Sauf que, et je voudrais que vous nous le confirmiez, là-dedans, il y a 12 milliards qui sont du redéploiement des crédits existants, 11 milliards de mise à disposition par instruments financiers, 10 milliards du plan d'investissement qui a déjà été adopté par le précédent gouvernement. Nous arrivons donc en réalité à 24 milliards d'argent frais, soit 2 fois moins que ce qu'a annoncé Emmanuel Macron lors de sa campagne, dont en plus, qui sera en plus de l'argent en crédit, mais dont nous ne savons pas comment il sera réalisé, puisqu'on sait très bien que ce genre d'annonce ne correspond pas toujours à des crédits réalisés. Et de ce point de vue-là, je pose la question d'un contrôle du Parlement sur le quinquennat, sur ces crédits annoncés. Troisième et dernière question, vous parlez de baisse des dépenses, 16 milliards. Bon, là aussi, nous sommes en désaccord parce que nous ne voyons pas dans la situation actuelle l'intérêt de baisser aussi drastiquement le budget du logement, 1,4 à 1,8 milliards, de l'emploi, du transport, de la santé. Mais les collectivités territoriales, hier, Édouard Philippe nous a dit on n'y touchera pas. On n'y touchera pas finalement. Mais on voit bien que pour les 319 plus importantes, ça sera bien un effort de 13 milliards, après des efforts continus depuis des années qui leur sera réclamé. Donc qu'est-ce que d'autre qu'une baisse en réalité des dotations des collectivités les plus importantes? Surtout que dans le même temps, vendredi 22 septembre, vous avez expliqué que pour celles qui sont de plus de 10 000 habitants et moins de 50 000 pour l'intercommunalité, il sera appliqué des mesures très contraignantes et très restrictives dès lors qu'elles n'appliqueront pas la règle d'or en matière de déficit. Donc ce qui est aussi une manière à un moment donné de les mettre sous la menace. Merci de répondre à ces questions. Merci.